Ok, un peu d'histoire. Comme département représentant un pays, nous avons adhéré depuis le début à l'initiative de mise en place de cet observatoire. Je peux dire que c'est depuis 2004 qu'on a commencé à en parler. Et depuis ce temps-là, nous avons adhéré et on a, si je peux dire, retiré notre adhésion en 2008 à la COP Ramsar à Shangon, ici en Corée. Et nous l'avons fait, comme j'ai dit tout à l'heure, en notre qualité de point focal Ramsar, qui est un peu le mandataire, si je peux dire, de la Tour du Vala pour s'occuper de la mise en place et du fonctionnement de cet observatoire, et également de point focal de Medway. Donc, pourquoi est-ce que nous avons adhéré à l'idée et pourquoi est-ce que nous sommes devenus partenaires de cet observatoire? C'est pour deux ou trois grandes raisons. Parce que nous avions besoin, au niveau de la Méditerranée, au niveau de notre sous-région, en Afrique du Nord, nous avions besoin d'informations et de connaissances pour la prise de décision et la mise en gestion des ondes humides. Pas seulement la prise de décision, mais je peux dire aller vers influencer la prise de décision. Parce que dans des pays comme le nôtre, il se passe que nous sommes en train de nous développer, donc il y a beaucoup de projets de développement. Tous ces facteurs, toutes ces menaces qu'a montré le film et dont a parlé Jean tout à l'heure, font que nos ondes humides, font que nos écosystèmes, nos sites Ramsar sont vraiment menacés. Et donc on doit prendre une décision, et souvent nous allons jusqu'à un certain arbitrage. Et souvent nous manquons, si je peux dire, d'arguments. Souvent nous manquons d'éléments pour dire, attention, tel ou tel projet va avoir tel ou tel impact. Et comme on est des pays qui doivent se développer, c'est souvent difficile de faire un arbitrage. Et c'est toujours un arbitrage assez faux à mon avis, parce que nous comparons la conservation au développement. Et il y a déjà ce gap ou cette lacune dont parlent les gens entre le développement et la conservation. Nous n'avons pas encore de, si je peux dire, la même unité pour comparer. À titre d'exemple, quand vous avez un projet touristique, les gens vous disent, voilà, c'est tant d'emplois, c'est tant d'argent qui rentre, c'est tant de lits, tant de touristes, tant d'argent. Et au niveau données scientifiques et techniques, on n'a pas vraiment le même poids, on n'a pas la même unité, si je peux dire, pour dire, voilà ce que ça vaut de conserver, voilà ce que ça rapporte au pays de conserver, au niveau service écosystémique, au niveau, etc. En tout cas, ça reste jusqu'à maintenant, c'est une réalité, il ne faut pas se cacher ces réalités, ça reste jusqu'à maintenant assez difficile de dire. On a, M. Davidson connaît bien la situation de l'embouchure de Mounouia. C'est une zone humide à laquelle, disons, pour laquelle nous avions organisé une mission consultative Ramsar, parce qu'il y avait un projet touristique très important, il y avait un projet d'extension, etc. Et si je peux dire, les ONG écrivaient à la Convention pour dire, voilà, le site est menacé, etc. En se basant sur des données comme ça, on n'a pas de données techniques, etc. Et on a souvent, même dans notre démarche, si vous voulez, de l'évaluation de l'impact de ce projet, on a souvent utilisé des choses comme il y a une espèce rare, il ne faut pas faire le projet. Donc vous voyez, cet arbitrage, c'est ça ce qui reste faux, c'est ça ce qui reste déséquilibré à mon avis, parce qu'on ne peut pas, si je peux dire, faire face à un projet et évaluer son impact en considérant seulement une seule espèce d'oiseau ou de tortue ou autre chose. Mais c'est tout l'écosystème, c'est tout le milieu qu'il faut, à mon avis. Et tout ça, on ne peut le faire que lorsque nous disposons de données et d'éléments scientifiquement fondés, si je peux dire. Et ça, c'est des choses que peut fournir un observatoire, tel que l'Observatoire des ondes humides méditerranéennes. Une autre raison pour laquelle nous avions adhéré à cette initiative, c'est que, je crois, au moins au niveau de l'Afrique du Nord, on voulait avoir la même démarche, un peu pour le suivi de nos ondes humides.
chose qui n'existait pas, et même jusqu'à maintenant, je crois que nous ne sommes pas encore là. Donc on voulait vraiment avoir un observatoire qui régionalise un peu l'approche et qui l'unifie ou qui l'harmonise, hein, pour ce qui est du suivi des ondes humides. Et il y a une autre raison qui nous a aussi motivés, c'est que quand on a entendu parler de la tour du Vala, on a tout de suite dit ça c'est une bonne idée, si je peux dire, de confier cet observatoire, la mise en place et le fonctionnement ou la gestion ou l'implémentation de cet observatoire à la tour du Vala, parce que nous connaissions les capacités, et quand je dis capacité, c'est au niveau capacité humaine et intellectuelle et l'expérience aussi, hein, le savoir-faire qu'a la tour du Vala ou qu'avait la tour du Vala comme station biologique depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que cet observatoire apporte à ce partenaire institutionnel qui est le Haut Commissariat aux forêts au Maroc? L'apport, bon, je peux dire que l'observatoire est impliqué à deux niveaux au Maroc concrètement. Il est impliqué au niveau de la lagune de Nador. Et la lagune de Nador, c'est un site Ramsar sur la côte atlantique, de grande importance pour la conservation, qui a fait l'objet d'un projet de dépollution et qui fait également objet d'un projet de développement. Et donc je crois qu'on a besoin de suivre un peu l'état de ce milieu, de cette zone humide. Et nous avons associé l'expertise ou des experts de la tour du Vala, donc de l'observatoire, pour le développement d'un observatoire qui serait spécial pour la lagune de Nador. Parce que c'était prévu même dans le cadre de projet de dépollution de mettre en place un observatoire pour le suivi du changement au niveau de ce milieu-là. L'observatoire est impliqué également au niveau de la stratégie nationale. Nous sommes maintenant en phase, si je peux dire, de concertation d'une stratégie nationale de conservation des ondes humides. Et là, nous avions associé dès le départ les experts de l'observatoire qui travaillent au niveau de l'observatoire, au niveau de la tour du Vala. Et cette stratégie nous recommande déjà, si vous voulez, une grande orientation stratégique, c'est la mise en place d'un observatoire des ondes humides marocaines. Donc, qui serait un peu une antenne et qui va nous permettre de combler ces lacunes que nous avons au niveau du Maroc entre la conservation et le développement et entre la stratégie et la décision. L'observatoire est également en mesure de fournir une analyse de l'inventaire des ondes humides que nous venons de réaliser dans le cadre d'un projet comment ça s'appelle, de la convention de Ramsar, de la convention de Ramsar. Et donc c'est aussi une donnée très intéressante, c'est que nous disposons maintenant d'un inventaire national des ondes humides. Et je crois que c'est une base essentielle pour le fonctionnement de tout observatoire des ondes humides. Donc l'apport, c'est que l'observatoire fournit concrètement des données nécessaires pour la mise en gestion des ondes humides. Il fournit des données qui vont nous permettre de construire, si je peux dire, ce que nous avons appelé tout à l'heure, cet argumentaire qui est toujours nécessaire pour influencer la prise de décision et pour réaliser un certain arbitrage. Et ça fournit également des données scientifiques et techniques qui permettent de, quand on est dans des situations comme celle de l'embouchure de la Moulouya, des données scientifiques et techniques fournies par un observatoire permettent de neutraliser tout constat ou tout jugement qui n'est pas fondé. Parce que généralement, et c'est concrètement des ONG qui écrivent à la Convention Ramsar pour dire que les autorités marocaines n'ont rien fait pour protéger ou pour sauver tel ou tel site. Et généralement, c'est des choses qui ne sont pas bien fondées
Et c'est des gens qui ne connaissent pas normalement le rôle, à mon avis, hein, c'est mon point de vue personnel, c'est des gens qui ne connaissent pas le rôle de la Convention. Et ils pensent que la Convention peut faire le gendarme vis-à-vis du pays. Et ça crée un peu parfois même des échanges au niveau correspondance et on perd un peu de la... au niveau, si je peux dire, crédibilité. Et ça, c'est dangereux, à mon avis. Je le pense personnellement. Au niveau de la crédibilité de la Convention ou de l'instance à laquelle on s'adresse, vis-à-vis des autorités nationales. C'est très important. Comme si on réagit à chaque fois. Bon, nous avons été saisis, nous, dans notre cas, nous avons été saisis par la Convention de Berne, par la Convention de Ramsar. On a écrit, on a répondu ouvertement, on a dit quel a été le problème. Mais les gens continuent à écrire. Et le problème, c'est que c'est des choses qui ne sont pas fondées. Et que, à mon avis, ces instances-là, les conventions ne doivent pas considérer, ne doivent pas prendre en considération. En tout cas, si on a, c'est pas l'objet de cet atelier, mais ce que je voulais dire, c'est que si on a un suivi, si on a un bon suivi, on peut dire, voilà la situation, voilà la vraie situation. Effectivement, il y a dégradation, effectivement, il y a changement, ou effectivement, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de changement. C'est ça ce que je voulais dire. Et comme disait Maher, notre adhésion à l'Observatoire continue, nous restons partenaires, nous comptons beaucoup et nous avons beaucoup de confiance en cet observatoire et je crois que nous allons faire encore beaucoup de chemin ensemble avec l'Observatoire dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de conservation des zones humides au Maroc. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mohamed. Thank you, Mohamed. Is it clear for everybody, or do we need a short translation of the main points raised by Mohamed? Does anybody need some translation? Otherwise, we will go on. Nobody? So we'll go on? We go on. Okay. So now, after this panel of actors, users, and partners of this observatory, we would like to go to the question. Just to summarize, from our point of view, the observatory point of view, we have the feeling that the first challenge has been met. 4 years ago, we started from scratch. We had just a mandate to develop this, to catalyze partnership and do something. Now, 4 years after, we think that we have met these challenges. And as Thomas demonstrated, now the Medwet Observatory, the Mediterranean Wetlands Observatory structure is established. The partnership is secured. The first general report has been published, both in a developed format and a synthesis for decision makers. The first thematic report on biodiversity has been published as well recently. The results have been disseminated widely through various media, as Thomas mentioned. So, okay, it's done. However, we are now facing another number of challenges, and this is what we would like to discuss with you. And in particular, and I think Mohamed, Maher, and Nick Davidson have raised some of these challenges, but we would like to have your views and to discuss with you, especially the key challenges we are going to face now is how to optimize the impact of such reports, such results on decision makers and policies. Producing reports is nice, having websites, newsletters, everything, but how do we ensure that it will go to the targets, that decision makers will take this data, will be in position to say, okay, this is good and right, and I will use in my decision-making process or not. Another key question for us is sustainability. We have built a partnership, both scientific, technical, institutional, financial partnership, but secure, let's say, on the short term. And we have worked these last 4 years. This kind of long-term monitoring system has to be on the long term. And we have to find the right way to secure partnership, both in the institutional area, but also financial partners. So far, we have been able to secure some funds for that.
thanks to the Mava Foundation, we have, let's say, a baseline funding, which is very appreciated, but the other funds are on the short term. And how can we go on for the long term, having real sustainable financial sustainability for this? The third field we would like to discuss with you is on the generation of the data and of the results of this observatory. How can we ensure a long-term commitment as well and a sustainable technical and scientific partnership to feed and to bring the data and to help us analyze the data to analyze the indicator and being able to provide new data and to feed decision makers on the long term. So these are the three main lines we would like to engage in discussion with you, but feel free to have any other question on other issues. So here is the end of the presentations, and now floor is yours, and I would like to please ask any questions related to this in these three fields or others. Who would like to ask questions? Zamir? Thank you very much for the presentation and very nice work. I will start making a simple question. What observatory would bring more than the center that was active in the Mediterranean for gathering and monitoring the wetlands? I mean, the Tour de Valar, the SEOMED in Spain, have certain thematic on their jobs, or what the observatory was bringing more new in this work that had been done before, and how the observatory will be linked with the country to gather the data, because I agree that the IUCN can bring the red species data, but particularly for the wetlands where the indicators are very large, very broad. I mean, how the observatory will be linked with the country to collect the data, only through the Ramsar network, or you are engaging other mechanisms to collect the data? And then we can discuss about the second that you put this, how this data, this information, this elaboration, this assessment will be reached to the decision makers. This is one of the big issues that is not facing through Ramsar or Medved. It's the big issue that we are facing everywhere. Perhaps I can try to respond to the two first questions. What is the added value of this observatory compared to what the centers have so far in hand? As I tried to mention, we realized some years ago that despite all these years of efforts by many centers, many organizations, we were still unable to have a consolidated image of what is the current situation of the Mediterranean wetlands. We are even today unable to have the right figure regarding the surface of wetlands in the Mediterranean basin. Where are they exactly? And of course, we are not able to have a clear figure of what are the threats. So the idea is really to have the added value compared to what is in each of these centers, Tour de Valar, EGBI, SEOMED, and others, is really to, and IUCN and WWF and many, all the actors in the management of wetlands, it is to gather all this information, but not just to gather in one database and have a huge database, because afterwards we don't know what to monitor. Here it's to have a clear framework, saying here are the key features we want to look at regarding the evolutions of the Mediterranean wetlands, and who has some data, useful data, to feed such and such indicators. So we will really need to build this interface between all the knowledge we raise ourselves and the decision-making sphere, where we have no interface to it at the moment. So it is really in order to bridge this gap between science and decision-making that we believe that this kind of device has to be built. But we will see if it will work. Regarding the link with the countries, yes, it's a key feature, because with the NGOs we can have agreement, and we do have agreements, signed agreements
within this observatory to exchange data, to agree on who analyzed these indicators and so on. But the countries, it's another issue. So the main commitment of the countries is through Ramsar and through the Medway initiatives. As I mentioned, it's all the 27 countries part of the Medway initiatives who have mandated to catalyze this partnership. So doing this, we understand that the countries are ready to be part of this and to provide data, to use the outputs, the outcomes of the observatory to feed their own policies. But this is, yes, you know, the main way, the main stream of commitment of the countries in this. And then your last point on how will it be used and accepted by decision makers, here is the big question mark. And so, as you said, it's not the issue of the Mediterranean, but globally this is a question. So, and really we would like to have some experience if in other regions of the world you have some such device or other kind of long-term monitoring system which is well interfaced with decision making. Please inform us, and we will be delighted to have this kind of information. Yes.